il faut que je contribue à aider à changer l'état de l'écosystème actuellement, au Québec, au Canada, aux États-Unis. Puis, je me vois beaucoup comme étant celui qui aide à mettre en place l'autoroute pour que les superstars arrivent, pour que les Bill Gates, les Steve Jobs de la communauté noire arrivent. Moi, je fais juste mettre l'autoroute. En fait, ils n'ont même pas besoin de savoir que j'existe. Justement, c'était ça ma question. C'est que on va t'oublier. C'est parfait. C'est ce que je veux. Bonjour, bienvenue chez Dirigeants et Stratèges. Je suis votre hôte, Anissé Fangwa, professeur en stratégie à l'université McGill Desautels. Voici la suite de notre conversation. J'ai l'impression que tu prends beaucoup de risques. Je m'explique. Ouais. J'ai un très bon ami à moi qui a fait, après Central Paris, en fonds d'investissement capital risque et qui, lorsque je l'ai abordé, qui réussit très bien, lorsque je l'ai abordé pour dire « Mais qu'est-ce que tu fais pour la communauté ?» Sa réponse était simple, il m'a dit « Mais je suis là, j'ai percé, j'ai réussi, j'arrive à des postes de décision très forts et je peux accompagner quiconque vient à moi. » Mais toi, bien que tu sois arrivé à ce niveau-là, tu as décidé de prendre le pas d'après, de laisser cette position qui est aussi très rentable, très lucrative, très profitable. Je parle pas les salaires sont très intéressants. Mais tu as décidé de laisser ça pour aller à un autre niveau qui est certainement plus risqué. C'est normal. Quand on monte dans la montagne, plus on monte, plus les risques sont grands. Mais tu l'as pris et tu as décidé d'arriver là pour pouvoir davantage servir la communauté. Pourquoi faire ce pas? Tu n'étais pas satisfait de ton poste à fond en tant que directeur? Mais tu sais, ta question t'ouvre la porte sur une dimension de ma vie personnelle et professionnelle quand même très importante. Je te dirais, en toute humilité, point de vue salarial, j'étais dans le 1% des salaires au Canada. Là, okay? C'est à peu près ça que ça représente. Okay. Puis, au fil du temps, ce que j'ai compris, c'est... Tu sais, je t'ai beaucoup parlé de performance. Hein? Puis cette notion-là est venue très jeune, grâce à mes parents. Puis pour moi, la performance, c'est atteindre la note de 5 sur 5. Puis je vais t'expliquer pour qu'est-ce que je veux dire par 5 sur 5. 5 sur 5 réfère pas beaucoup. 5 sur 5 réfère à des compétences. Okay? Compétences et attitudes. Je suis né en Haïti, mes parents sont arrivés à Montréal, j'avais 6 ans. Famille de 8 enfants. Je me souviens encore, ma mère qui arrive avec les 7 enfants. La petite dernière est née ici. Okay. Mon père est parti parce que ça allait pas bien en Haïti. Puis il voulait que mon père rentre dans l'armée, puis mon père refusait de faire partie des tontons Macoutes. Il a dû se sauver. Oh, wow. Puis mes parents, avec la façon qu'ils nous ont élevés, au cours de mon parcours, il y a eu plusieurs anecdotes. Puis ces anecdotes-là m'ont fait réaliser qu'est-ce que j'avais besoin d'aller chercher pour avoir la note de 5 sur 5, okay, en termes de compétences. Parmi ces anecdotes-là, il y en a une qui m'a marqué. Mon père, il était en Haïti, il fallait qu'il se sauve pour s'en venir ici. Puis à ce moment-là, on avait des gens qui étaient à Montréal. Puis on dit à mon père, quand tu vas arriver au Canada, tu vas rencontrer l'agent d'immigration. Si tu leur dis que tu as une famille, puis tu as des enfants, ils vont te retourner en Haïti. Là, mon père, il est tracassé. Là, il dit, mais là, je m'en vais dans un nouveau pays pour gagner ma vie, faire venir ma famille. Puis là, il faut que je commence cette relation-là avec un mensonge. Puis mon père, c'est un homme d'intégrité. C'est un homme persévérant, mais c'est un gars intègre. Puis quand il nous conte l'histoire, là, il a 89 ans, quand il nous conte l'histoire, il pleure. À chaque fois qu'il me l'a raconté souvent, là. Il arrive en avant de l'agent d'immigration. Là, il s'est sauvé d'Haïti. Il a dû se déguiser pour prendre l'avion. Il arrive en avant de l'agent d'immigration. Il a sa femme avec 7 enfants en Haïti. Puis le gars lui demande, t'as-tu des enfants? Puis il regarde l'agent, puis il se met à pleurer. Il dit, j'ai une femme et 7 enfants en Haïti. Si vous n'êtes pas prêt d'accepter ça, retournez-moi. Puis le gars l'a s'étonne de spot. Okay? Ça, c'est l'histoire qu'il me conte. Là. Fait que là, tout de suite, quand t'es jeune, ton père te dit ça, c'est comme dans ma tête, c'est comme intégrité, check, right? 1 sur 5. Puis après ça, j'ai vu mes parents travailler.
quand on est arrivé, on était 8, on vivait dans un 3,5. On était 8. Wow. Avec les deux parents, 10 personnes dans un 3,5 à Montréal. 3,5? 3,5. Il faut savoir, 3,5, c'est une chambre-salon. Il y avait... Mais pas... On avait 3 chambres. Fait que c'est 4,5 d'abord. On avait 3 chambres. Moi, j'étais dans la même chambre que mes 4 frères. Okay. Mes sœurs avaient une chambre. Puis là, c'était 3 filles. Okay. Puis mes parents avaient leur chambre. Très bien. C'est ça. Fait que... Puis... Tout le long, très jeune, moi, je prenais le linge de mes frères. Puis mon père travaillait dans une manufacture, mais après, mon père, c'est un travaillant. Il est inépuisable. Puis il y a quelqu'un qui lui a demandé d'aller de l'essayer dans la construction, comme briqueteur. C'est les gars qui lèvent les briques sur les échafauds. Wow. Puis mon père, il est costaud. Puis l'entrepreneur québécois qui l'a essayé, il l'a pris tout de suite. Parce que mon père était intuable. Puis c'est la pire job à faire à vie, là. Puis à partir de ce moment-là, l'entrepreneur a réalisé, parce qu'il avait dit à mon père qu'il avait 8 enfants. Puis il y a un soir, il l'a ramené à la maison, puis il a dit à mon père, qu'est-ce que tu fais dans un logement avec 10 personnes comme ça? Puis mon père, il dit, ben, j'ai pas les moyens d'autre chose. Tu sais, il n'y a pas de crédit, il n'y a rien. Puis l'entrepreneur avait un nouveau projet de développement à Laval. Puis il a été voir la banque, puis c'est grâce à lui que mon père a pu avoir l'hypothèque pour un semi-détaché à Laval. Puis j'ai grandi à Laval. Donc, très jeune, j'ai côtoyé des jeunes québécois qui me ressemblaient pas, parce qu'à Laval, on était une des premières familles noires. Puis moi, j'avais pas d'argent, mais eux avaient tout. Puis je comprenais pas, parce que je comprenais pas pourquoi que j'avais pas ce qu'ils avaient. Parce que je me disais, j'ai des parents adorables, ils nous adoraient, des belles valeurs. Puis là, pourquoi à Noël, tu sais, on n'était pas capable de se payer des cadeaux? Pourquoi qu'on vivait des épisodes où, tu sais, il y a eu des périodes drastiques, là, des périodes très difficiles. Puis je comprenais pas. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont que nous, on n'a pas? Puis en même temps, mes parents, c'est des cultivateurs. C'est pas des gens éduqués. Ma mère, elle nous disait toujours de nous éduquer, mais elle l'était pas. Puis elle savait l'importance de l'éducation. Puis je voyais comment ils regardaient mes parents. Comme si c'était des gens qui en valaient pas la peine. Puis je comprenais pas ce regard-là. Puis en même temps, quand t'es jeune, puis t'es noir, puis t'es différent, tu veux t'intégrer. Fait que quand tu veux t'intégrer, tu fais quoi? Ben, t'essaies de plaire. Mais quand t'essaies de plaire, c'est que ça arrive, ben, t'es pas authentique. Right? Écoute, pour moi, là, c'était chaotique entre qu'est-ce que je vivais à la maison, puis qu'est-ce que je vivais dans mon environnement. Puis le pire, c'est ma mère, c'était important pour elle, comme la présentation. Elle nous habillait, j'étais en costume puis en veste pour aller à l'école primaire. Oh, wow. Les gens comprenaient pas, là. Donc, là, écoute, il y a eu en moi des défis, là, entre comment je fais pour être authentique, parce que c'est ça, je vivais à la maison, l'authenticité. Comment je fais pour m'intégrer? Puis à un moment donné, j'ai réalisé, puis mes parents me l'ont dit, tu vas toujours devoir travailler plus. J'ai réalisé le point de différence, c'était la performance. Fait que là, à partir de ce moment, je me suis dit, dans tout ce que je fais, je vais être le meilleur. Je vais être le meilleur à l'école, je vais être le meilleur dans les sports. Puis je vais toujours être entouré des meilleurs. Ça a été, je te le dis, c'est une guerre de performance. Tout le temps. Puis c'est pas parce que j'étais le plus intelligent, j'étais vraiment... Le plus motivé. Écoute, personne pouvait travailler comme moi. Il y a personne qui travaillait comme moi. Puis, honnêtement, très jeune, ma mère, elle a fait un travail extraordinaire avec moi et mes frères. C'est la première femme qui m'a aimé. Ma mère, là, m'a toujours dit que j'étais le plus intelligent, le plus beau, le plus travaillant. En vieillissant, j'ai compris que c'était pas le cas. C'est pas le cas, mais... C'est pas le cas du tout. Mais je te le dis. Mais elle a fait sa job. Moi, je quittais la maison le matin, là, j'ouvrais la porte, plein là. d'énergie, J'étais plein le de roi de la confiance. planète. Personne n'était meilleur que moi. Puis cette confiance-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore là. Malgré beaucoup d'échecs. J'ai eu plein d'échecs. Mais c'est grâce à elle que je suis capable de prendre des risques parce que j'ai une confiance énorme en moi. Il n'y a rien que je peux pas faire. Puis c'est ça qui m'a gardé. Puis cette quête de performance, ça fait en sorte que j'ai toujours été entouré des meilleurs. J'ai toujours gravi les échelons. Puis je me suis dit, je veux pas me retrouver dans une situation où j'ai des manques financièrement. Je veux pas que ça arrive. Puis cette quête de toujours combattre crée cette notion de pas avoir peur d'être audacieux. Puis audacieux, c'est quoi? C'est être courageux, prendre des risques, mais être intelligent. Tous mes risques sont calculés. Fait que c'est sûr, quelqu'un qui regarde ça va dire tu prends un risque, mais pour moi, c'est pas un risque. Pour moi, c'est de l'audace. Puis ça, c'est l'autre élément que j'ai eu aussi. Tu sais, mon père était audacieux. Mon père a quitté Haïti, s'est sauvé. Mon père, c'est le premier entrepreneur, en fait, que j'ai côtoyé, parce qu'il s'est sauvé pour le bien de sa famille. Mais ça, c'est de l'audace. Right? Yes. Fait que l'autre côté que mes parents avaient, c'est des gens extrêmement humains. Mes parents, là,
La personne, parce qu'eux étaient au bas de l'échelle. Donc, pour eux, quand ils côtoyaient des gens au bas de l'échelle, c'était des gens à leur niveau. Puis quand ils côtoyaient des patrons, ben là, ils les vénéraient. Mais mes parents, qui que tu sois, la porte est tout le temps ouverte. Puis ils te respectent. Ils veulent pas savoir ton titre. Fait que ça, c'est en moi. Puis pendant longtemps, dans le milieu des affaires, dans le milieu de la finance, ça a été difficile parce que je dois être authentique et je dois être humain. Moi, les notions de pas respecter les gens, de les prendre de haut. Je suis pas capable. Donc, c'est sûr que quand je vois des gens arrogants avec de l'attitude, tout de suite, ça me turn off. Mais en même temps, les gens, au début de ma carrière, les gens me disaient, dans le milieu de l'investissement, les gens disaient « Will, c'était trop gentil. C'est pas que je suis trop gentil, c'est que je suis authentique et humain. Mais en vieillissant, j'ai appris comment ajuster cette perception-là. Donc, pour revenir à mes 5, donc j'ai être humain, j'ai l'audace, j'ai l'intégrité, la persévérance, puis tous ces éléments-là, c'est des éléments que j'ai appris de mes parents. Puis au fil du temps, quand je bâtissais mes compétences, c'était ça qui est arrivé. Ça s'enchange, un sur l'autre embarqué. Pour que... Ah, puis le 5e, c'est l'audace. Pour que, en bout de ligne, quand quelqu'un voit une action de ma part, une vision comme un risque, mais pour moi, c'est pas un risque, c'est juste de l'audace. C'est juste de l'intelligence qui est appliquée dans une situation que je comprends et je maîtrise. Et avec du courage. C'est vraiment ça. Mais du coup, on revient donc à... Je quitte le 1% de salariat du Canada pour aller fonder quelque chose avec tous les risques que ça inclut. Pourquoi? Parce que toujours, c'est l'humanisme, c'est ce désir de... Non, c'est juste que je t'ai rendu à une étape de ma carrière. Puis quand j'ai joint la caisse, c'était vraiment... Je t'ai rendu là. J'ai un garçon de 22 ans qui est à l'université, qui va être sur le marché de l'emploi dans probablement 5 ans, 4 à 5 ans. Je veux pas qu'il soit dans le marché de l'emploi tel qu'il est présentement. Puis ça part de mon fils, ça part de ma famille, ça part des jeunes que je côtoie qui viennent me voir de notre communauté. C'est pour eux tout ça. C'est vraiment pour eux que je fais ça. Il faut que je contribue à aider à changer l'état de l'écosystème actuellement. Au Québec, au Canada, aux États-Unis. Puis je me vois beaucoup comme étant celui qui aide à mettre en place l'autoroute pour que les superstars arrivent, pour que les Bill Gates, les Steve Jobs de la communauté noire arrivent. Moi, je fais juste mettre l'autoroute. En fait, ils n'ont même pas besoin de savoir que j'existe. Justement, c'était ça ma question. C'est que on va t'oublier. C'est parfait. C'est ce que je veux. Ils n'ont pas besoin de savoir que j'existe. Il faut qu'ils m'oublient. Si ça arrive, on va avoir réussi. Il faut une bonne autoroute. Oui. Parce qu'en général, on se plaint quand l'autoroute est mauvaise. Là, on essaie de trouver qui l'a construit. Exact. Parce que si on ne fait pas l'autoroute, les champions, ils n'y arriveront pas. Fait qu'il faut vraiment mettre l'autoroute. Fait que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Tu sais, je suis pas intéressé à être en avant de la caméra. Je suis pas intéressé. Je veux pas qu'on me voie. Je veux pas qu'on m'entende. Puis honnêtement. Tu veux faire un job. Oui, puis honnêtement, ce rôle-là que je me suis moi-même inculqué, je l'ai fait parce que je vois pas personne d'autre qui ont le bagage, qui ont le vécu, qui pourrait le faire pour que ça marche, tu sais. Fait que, tu sais, je l'ai pris le fardeau, là, mais je sais que c'est parce que les champions sont là. Puis c'est d'eux qu'on va parler, tu sais. Puis je me lance pas de fleurs à travers ça. Je me dis, je le fais parce que je pense à mon fils. Je pense aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent. Beaucoup de jeunes viennent me voir. Puis ils sont inquiets. Ils sont dans des organisations. Ils sont pas capables d'avoir des promotions. Ils regardent les cadres, les VP. Il y a personne qui leur ressemble. Ça, c'est des jeunes de 22 ans qui viennent me voir, là. C'est inquiétant quand t'as mon âge, puis tu vois des gens de l'âge de mon garçon qui viennent me voir, puis ils voient pas le futur. Ça fonctionne pas. Donc, c'est tout ça, tu sais, pour moi, qui est vraiment important. Génial. Merci déjà de prendre ce fardeau. C'est gentil. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais tous les sacrifices que ça implique et les privations, les coûts, la persévérance, comme tu le disais. Vraiment, merci de t'assurer de faire la job pour bâtir cette autoroute afin que les champions puissent rouler dessus. Bien, j'apprécie. Puis je te dirais, je pense peut-être qu'est-ce qui a facilité tout ça, c'est je viens d'un milieu qui n'avait pas d'argent, là. Je sais c'est quoi pas avoir d'argent. Puis l'argent, c'est pas tout dans la vie. Il y a autre chose que l'argent. Fait que c'est pour ça que cet aspect-là, pour moi,
c'est moins important. Puis le titre, j'ai pas besoin de titre. Tu sais, en même temps, il y a des gens de notre communauté qui ont très bien réussi, qui sont VP, qui sont PDG, qui ont des gros salaires. Puis je les applaudis parce que le fait qu'ils soient là nous aide. Puis eux veulent pas se taper ces sacrifices-là. Puis c'est correct, tu sais. C'est correct aussi. Mais est-ce que c'est parce que tu es revanchard? C'est-à-dire que ayant subi certaines injustices, voulues ou involues de la vie, tu veux reprendre ta revanche? C'est ça qui te motive? C'est une forme d'amertume. Bon, amertume, ce serait pas forcément le bon terme, mais une revanche sur Ouais, mais je pense que c'est vraiment la quête. Je pense que ce qui me motive le plus, c'est vraiment de voir le niveau d'intelligence qu'on a dans la communauté, puis le niveau de compétence des gens. C'est super impressionnant. Puis je me dis, si quelqu'un comme moi, d'intelligence moyenne, mais qui est juste persévérant, est capable d'accomplir ce que j'ai accompli, imagine celui qui est super intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme... Non, mais c'est vrai, c'est comme... Vrai. Si moi, je suis rendu où ce que je suis rendu, si on donne la chance aux autres, c'est parce que c'est juste une question d'opportunité. Si tu donnes l'opportunité aux autres, ça va être gigantesque ce qu'on va accomplir. Fait que c'est super motivant de le voir de cette façon-là. Ça, j'ai énormément d'optimisme là-dessus. Je trouve qu'on a énormément de compétences. On a des gens intelligents, travaillants. Puis tout ce qui manque, c'est quelques petits ingrédients. Puis ça va exploser. Génial. Merci beaucoup de justement apporter ta contribution à l'assemblage de ces ingrédients pour s'assurer que les opportunités y sont. Citadel Capital, la formation à HEC, la disponibilité que tu as d'être présent, de pouvoir rencontrer les jeunes, de pouvoir échanger avec eux pour les aider à bien structurer leur dossier. Vraiment, merci beaucoup, Wills. J'aurais peut-être une dernière question. C'est pas le premier. Je veux dire, il y a plein de débats, il y a plein de choses qui se font pour soutenir l'entrepreneuriat noir, on en a parlé. Oui. Pour toi, quelle est la chose qu'il ne faut pas qu'on perde dans cette dynamisme, dans cette dynamique de promouvoir l'entrepreneuriat? L'élément le plus important pour nous, c'est l'audace. Parce que le rêve, il faut être audacieux pour rêver grand. Puis nos jeunes, en ce moment, Anicette, mets-toi dans la peau d'un jeune noir ou une jeune noire de 20 ans qui étudie à l'université, qui va être sur le marché du travail dans quelques années, qui veut peut-être devenir entrepreneur ou peut-être devenir VP. Puis écoute qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème. Comment tu penses que nos jeunes réfléchissent en ce moment quand ils entendent que le fait que leur couleur est différente, c'est un désavantage, qu'ils ne vont pas monter dans la hiérarchie? On est en train de tuer le rêve et l'audace de nos jeunes. Faut pas... Si on fait ça, c'est fini. Donc, la chose la plus importante, c'est qu'il faut être audacieux. Il faut qu'ils voient des exemples d'audace, de gens qui veulent, puis qui n'ont pas peur, qui foncent. Parce qu'il faut que nos jeunes rêvent. Faut garder la flamme allumée. Wow. Tu sais, en fait, je pense que ça revient beaucoup à ce que j'ai eu de ma mère, cette notion qu'on peut tout réussir, qu'il n'y a pas de limite, il faut foncer. Cette confiance. Puis, tu sais, beaucoup de nos gens, ils n'ont pas osé se lancer en entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas de coussin. Moi, je dis tout le temps aux jeunes, pars ta business. Ça ne marche pas, rappelle-moi dans 2 ans, c'est sûr que je trouve une job. Sûr. Oh, wow. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il faut foncer, il faut être audacieux, mais il faut avoir la confiance, right? Pour être audacieux, ça prend de la confiance. Pour avoir de la confiance, il faut qu'on sache qu'on a un support. Pour avoir un support, ça prend un réseau. C'est tout ça là, qui se passe. Mais ce qui m'inquiète, c'est les jeunes. Je veux que les jeunes rêvent. Je veux que les jeunes aient de l'ambition. Et des mentors, il y en a? Ça prend plus que des mentors. Oh. Ça prend des mentors, mais ça prend aussi des sponsors. Un sponsor, c'est quoi? Un sponsor, c'est quelqu'un qui te prend par la main, là, puis qui te fait monter. C'est ça que ça prend. Parce qu'un mentor qui s'assoit avec toi, qui te donne des conseils, c'est beau, mais pour nos jeunes, c'est pas assez. J'ai beaucoup de jeunes qui m'appellent. En droit, en investissement, en ingénierie. Puis ils viennent me voir puis ils me disent moi, Wills, là, j'aimerais ça partir d'une compagnie ou j'aimerais ça aller en investissement ou j'aimerais ça... À chaque fois, là, à Anicette, j'ouvre mon réseau. Je leur dis, OK, parfait. Je leur dis, dis-moi qui tu veux. Va rencontrer telle personne. Puis je fais des courriels. Là. Okay. Puis là, je leur dis, OK, je veux un plan. Fais-moi un plan.
fais-moi un plan de comment tu vas passer dans les étapes. OK. Puis, on trace la route. Mhm. Tu sais, j'ai une jeune avocate qui travaille en droit des affaires. Mhm. Elle veut venir en investissement. OK. Je dis, parfait, on va faire un plan. Je vais te présenter des gens. On va parler de ta formation. Puis si tu veux venir faire un stage avec Citadel Capital, viens. OK. Parfait. Fait que c'est tracer la route. Mais un sponsor, c'est ça. C'est pas juste donner des conseils. Mais est-ce que... Alors là, je vais taper un peu dans la culture africaine ou la culture noire en général. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un renfermement un peu égoïste parfois? Parce que toi, tu es rare. Il n'y a pas beaucoup de sponsors, justement. C'est ça le truc. Je suis pas prêt à dire que je suis rare. Je te dirais, tu sais, qu'est-ce qui est très difficile pour nous, c'est... Puis je pense souvent aux gens, mes confrères, consoeurs haïtiens, quand j'en parle, tu sais, Anicette, quand tu te lèves le matin, là, puis tu ne sais pas à quelle heure tu vas manger, puis où tu vas trouver la nourriture pour ton lunch, est-ce que tu penses à demain, après-demain? Est-ce que tu penses à aider? Tu es en mode survie. Ouais. Tu sais, j'ai beaucoup de difficultés à critiquer, parce qu'on a beaucoup de gens dans la communauté, c'est survie. Tu sais, on a des mères monoparentales avec 4 enfants, 2 travaillent, là. Tu sais, il faut survivre d'abord. Il faut survivre. Puis moi, très jeune, j'ai compris, encore là, grâce à mes parents, que... Tu sais, mon père est extraordinaire. Ma mère est morte il y a 2 ans, mais mon père est encore en vie. Puis mon père m'a dit très jeune, il m'a dit, n'importe quel imbécile peut mettre un enfant au monde. Mais un père, c'est quelqu'un qui met un enfant au monde puis qui en prend soin. Fait que ma conception de tout ça était, quand je vais avoir un enfant, premièrement, je vais être prêt, puis je vais élever mon enfant dans toutes les facettes de la vie. Moi, par exemple, mes parents m'ont éduqué, m'ont donné beaucoup d'amour, des belles valeurs, mais mes parents, la notion de crédit, puis tout ça, ils savent pas c'est quoi, là. Moi, mon fils, à 12 ans, là, on est allé à la banque, il a ouvert un compte de banque, puis j'ai ouvert un compte de trading. À 14 ans, mon fils a commencé à acheter des actions. Oh, wow. Pour qu'il se familiarise. Ben oui. Mon fils, en ce moment, il a un portefeuille d'actions, il a un CELIAP. Tu sais, mais c'est notre job, ça. Fait que moi, je savais que je voulais être en couple avec quelqu'un que j'allais être avec elle jusqu'au restant de mes jours. Tu sais, que je souhaitais. Je voulais un enfant que quand elle est au monde, il allait devenir le centre de ma vie, que j'allais éduquer dans toutes les facettes de la vie. Puis je voulais de la stabilité dans la vie de couple pour l'enfant. Parce que ça va avoir un impact après sur les enfants de mon fils. Mais tout ça, là, ça demande un commitment. Mon fils, il a commencé, c'est un élève athlète. Il a commencé à jouer au football, au basket, puis au hockey à l'âge de 5 ans. Puis c'est un enfant extrêmement performant, là. Il était dans l'équipe du Canada au football. Oh, wow. Puis un très bon joueur de hockey, mais de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, il est rentré au collège Notre-Dame. Puis tous les sports, les faisait au collège. Puis au collège, les parents n'ont pas le droit d'être dans le coaching staff. Mais Anicette, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, qui rentre au collège, de toutes les activités sportives, là, des 3 sports, match pratique. J'ai marqué une pratique. Oh, wow. Ouais. En étant directeur, oui, tout ce que j'ai fait. J'ai marqué une pratique. Ce petit gars-là, c'est un énorme commitment, ça. Moi et ma femme, là, on est partout dans sa vie. Ma femme lui parle à tous les jours. Tu sais, je lui parle aux 2-3 jours. On sait tout ce qu'ils font, on sait tout ce qu'ils pensent. Écoute, c'est un commitment, là. Puis mon fils, là, il nous coûte le prix de 4 enfants, là. Mais je le vois maintenant, il a 22 ans. Je le vois comment il est dans sa relation de couple. Je le vois comment il est avec ses amis. Je vois la confiance qu'il a. Mon fils, là, il va être seul pendant 2 jours, là, il va être bien. Il n'a pas besoin de voir personne. Il est autonome. Il est autosuffisant. Il n'y a pas un vide, il n'y a pas un manque. Tu t'es assuré de combler tout. Il ne cherche pas l'amour de personne. Il a l'amour de son père et de sa mère, that's it. Il n'a pas besoin de... Il a un niveau de confiance, exactement ce que ma mère m'a donné. Mais c'est un commitment, là. Ça prend du temps. Tu ne peux pas dire, tu fais ce travail-là, puis le soir, tu es à la discothèque, puis ton enfant, il se fait garder à gauche, à droite, là. C'est un gros commitment. Mais c'est ça, créer de la richesse. C'est ça, bâtir. C'est ça, redonner. C'est le modèle qu'il faut mettre en place. Parce que ça transforme des générations, ça. C'est énorme ce que tu dis. J'espère qu'il y aura une grosse audience qui va pouvoir l'écouter ça parce que c'est le contraire du père absent. Oui, exactement.
à tous les niveaux. Il voit c'est quoi un couple. Il voit sa mère, il voit son père, puis il voit comment on travaille ensemble dans la même direction, puis il voit comment on prend soin de lui. Et c'est comme ça qu'on bâtit en anglais, on dit generational wealth. Exactement. Parce que du coup, la relève est assurée. Ben on oui. sait qui va... Puis je l'ai dit à sa copine est québécoise, c'est génial. Mais j'ai dit à sa copine, puis j'ai dit à mon fils, j'ai dit à sa copine, je mets la barre haute. Pourquoi? Parce que si je mets la barre haute, c'est son problème s'il veut moins. Ouais. Mais moi, ma barre est très haute, là. Ouais. Fait que c'est ça l'idée. Génial. J'espère que... En tout cas, je vais essayer de m'inspirer de ça. J'ai 2 garçons, 4 ans et 2 ans. J'essaye au maximum d'être très présent dans leur vie. Mais merci beaucoup de me faire savoir que c'est possible d'être présent, d'être là et d'avoir un résultat dont on peut être fier plus tard et sur lequel on peut compter par rapport à l'avenir. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin en tant que communauté. On a besoin d'audace et sécuriser l'avenir. Exactement. Ouais. Puis, en fait, c'est ce qui permet à nos jeunes de rêver aussi, right? Quand ils n'ont pas à soucier de manger, de leur avenir, d'une stabilité quand ils vont rentrer à la maison, ben après ça, ils rêvent. Après ça, il n'y a rien qui est impossible. C'est ça qui est génial. Puis, en ce moment, les plus beaux moments, c'est quand je voyage avec ma femme, mon fils et la copine de mon fils. On part en voyage 3 fois, 4 fois par année. Puis c'est fantastique, là. Je suis tellement heureux quand ça arrive, là. Je vois le jeune garçon, qui s'épanouit, puis, on est aux Bahamas, on se promène partout, puis je suis là, il y a 22 ans, puis il est encore avec nous, Et t'en es fier. Oh my God, c'est incroyable, là. Wow. Il y a un appartement, on a acheté un condo à côté, il vit là. Il est à 2 minutes de l'Université de Montréal, il est dans l'équipe des Carabins. Il travaille au Sepsum, tout est fantastique, là. C'est génial. Juste pour finir, parce qu'on a largement dépassé le temps, est-ce que tu aurais quelqu'un qui n'a pas eu tes privilèges, qui n'a pas eu la mère qui l'encourage, qui n'a pas eu le choix de revenir dans le fonds d'investissement, est-ce que tu aurais, je sais pas, des livres ou alors une recommandation? J'ai un top 3, là. Okay. Je lis beaucoup, j'adore lire. Okay. Je vais commencer par un livre qui m'a... Ça, c'est pour les jeunes noirs. Moi, qui m'a transformé. C'est l'histoire... Le livre, c'est... Le titre est drôle parce que ça indique un peu le mindset. Le titre, c'est « Why should white guys have all the fun? » C'est ça le titre du livre. Intéressant. Le livre, c'est sur... Provocateur. Le livre, c'est sur l'histoire de Reginald Lewis. Est-ce que tu as entendu parler de Reginald Lewis? Puis, entrepreneur noir, joueur de football, moi je joue au football aussi. Il a fait son droit à Harvard. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il a un scholarship pour faire son droit à Harvard. Après, il est allé dans le corporate law, puis il a fait du M&A, puis il a acheté une compagnie. Il a fait la plus grande transaction de leverage buyout aux États-Unis pour un entrepreneur noir. Il a acheté Beatrice Foods. Puis, c'était des milliards de dollars. Puis, il est devenu le PDG, puis le propriétaire. Puis, il est décédé d'un cancer du cerveau. Harvard a un pavillon à son nom, le Reginald Lewis Pavilion. Mais son histoire, moi, m'a fasciné. Je lisais ça, je disais, wow, un entrepreneur noir avec une business de grande taille. Wow. Je pense que j'avais 14 ans quand j'ai lu ça. Oh, génial. Je capotais, je disais, wow. Puis déjà là, c'était moi, wow, succès, right? Puis c'est devenu mon inspiration parce que j'en connaissais pas. Puis après ça, ça, c'est le livre qui m'a marqué. Pour les gens intéressés au capital de risque, intéressés à l'entrepreneuriat, j'ai 2 livres. Il y a The Hard Things About Hard Things. C'est Andreessen Horowitz, les fondateurs du fonds d'investissement qui sont très connus. C'est Mark Andreessen, puis son collègue, j'ai oublié son prénom, Horowitz, le nom de famille, mais ça s'appelle Hard Things About Hard Things. C'est l'histoire de 2 entrepreneurs qui ont fondé une compagnie. Qui a scale en technologie, qui a eu beaucoup de difficultés. Tout le long du livre, il explique les difficultés de la croissance. Puis les décisions qu'il y a à prendre, comment c'est difficile. Puis l'histoire finit très bien que l'entreprise est vendue pour beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment l'histoire d'un entrepreneur. Puis c'est un entrepreneur qui a été chercher du financement en capital de risque. Fait que dans ce livre-là, on comprend le parcours d'un entrepreneur et en plus d'un entrepreneur qui se fait financer en capital de risque. Puis le 3e livre, c'est The Road to Sand Hill Road. C'est vraiment une présentation, une discussion. À Silicon Valley, il y a une route qui s'appelle Sand Hill Road, où tous les investisseurs capital de risque sont situés. Les entrepreneurs, quand ils veulent du cash, ils vont là. C'est Secret to Sand Hill Road. Puis le livre raconte c'est quoi être un investisseur en capital de risque. Qu'est-ce que ça fait le capital de risque? Qu'est-ce que fait l'investisseur? Comment ça marche? Il explique tout.
Fait qu'avec ces 3 livres-là, on a l'inspiration de Reginald Lewis, l'histoire de l'entrepreneur, Hard Things About Hard Things, puis Road to Sand Hill Road pour le VC. Comment puis avoir les fonds, en fait. Il y a un psychologue d'affaires que j'adore qui s'appelle Adam Grant. Adam Grant a écrit plusieurs bons livres. Le dernier que j'ai lu, qui était extrêmement bon, je pense que c'était Think, le titre. C'est un livre qui parle de comment comprendre les personnalités des gens en affaires. Okay. Puis c'est quoi le profil de ces personnalités-là, puis comment tu t'ajustes avec eux. Mais Adam Grant, il y a un podcast aussi, il est excellent. Oh, wow. Ouais, Adam Grant est vraiment très, très bon à analyser l'humain. Génial. Merci beaucoup. Wills, on va pas prendre plus de ton temps. Ouais. Merci déjà d'avoir accepté d'être ici avec nous. Ça fait plaisir. Et merci d'avoir partagé des choses très profondes, très personnelles aussi. Et j'espère très utiles pour l'audience et les personnes qui nous écoutent. Je pense qu'on devrait travailler ensemble. Je suis d'accord. Sur pas mal de choses, aussi bien pour rendre l'information beaucoup plus disponible. Oui. Parce que ça, c'est un des challenges et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer ce podcast. Et même aussi pour, je sais pas, Reginald Lewis, c'est un énorme succès, mais d'avoir ce côté inspirationnel là, tout en étant technique. Oui. Parce que pour moi, les deux vont de pair. Oui. L'inspiration, c'est bien, mais je peux être super galvanisé et après, je sais pas quoi faire. Parce que j'ai pas les skills. Ou alors, je le fais et je le fais mal parce que j'ai pas les skills. Avec Indira Moody, la dernière fois, il nous disait, il faut faire très bien du premier coup. Oui. Parce que tu es motivé, mais aussi parce que tu es compétent. Exactement. Donc, merci beaucoup, Wills, pour cette entrevue. Et j'espère que ça va permettre de produire des personnes qui sont motivées par ton exemple, ton parcours, et qui vont s'intéresser à devenir compétents, comme tu as pu l'être, et afin de réussir d'un seul coup et pouvoir être ces champions dont on a besoin sur l'autoroute que tu es en train de construire. Parfait. Puis moi, je tiens à te remercier pour ton travail. Je sais que ton travail est extrêmement important parce que tu mets la lumière sur nos histoires, sur notre histoire, d'une façon qu'on célèbre le succès. Puis je sais que c'est un travail extrêmement difficile, mais bravo, puis merci de prendre le temps. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Merci.